On vous souhaite du coup la bienvenue une deuxième fois, cette fois-ci à une table ronde qu'on va consacrer à une démarche de sémiotique sociale que nous construisons en collectif depuis plusieurs années, à partir de différents corpus et différents terrains. Photos de presse, séries, plateformes, universités, écoles, communautés politiques et communautés de croyances. Comme elle a été à la source de plusieurs de nos réflexions, je vous propose de commencer cette présentation par une photo analysée par Roland Barthes dans son célèbre article « Le message photographique ». Cette photo représente un sénateur démocrate et le leader du Parti communiste américain au début des années 50. L'image a tellement scandalisé l'opinion publique de l'époque que le sénateur a dû démissionner. Or, il s'agit d'un photomontage. Mais pour Roland Barthes, le caractère fake est secondaire face à la question de savoir pourquoi le public y a cru. Ce n'est pas le rapprochement entre les deux hommes en soi, mais le point de vue anticommuniste du public qui, selon Roland Barthes, a amené les Américains à interpréter l'image comme scandaleuse. Le sondage du point de vue et de son action dans le processus interprétatif est au cœur de notre méthode que Nolwenn, Lucille et moi détaillons dans l'ouvrage sur quoi se fondent nos interprétations qui vient de paraître aux presses de l'ENSIB. Nous partons du paradigme fondateur de la pragmatique selon lequel les signes ne sont pas accessibles tels quels. Un point de vue forgé par l'éducation, la culture, les savoirs, des croyances, agit chez tout sujet comme une grille de lecture qui filtre les stimuli envoyés par l'environnement. Charles Sanders Peirce appelle interprétant cette instance de médiation et il la définit à la fois comme le point de vue du sujet qui fait naître le signe et que le signe fait naître. Mais en pratique, comme l'a souligné Paolo Fabri, il restait à lui donner une forme, une existence, car, je cite, la sémiotique de modèle peircien s'est arrêtée ici. Pour rendre le concept de l'interprétant plus plastique, nous l'avons rebaptisé filtre interprétatif. Nous étudions son action en appui sur des ateliers de co-interprétation. Passons à un premier exemple de corpus, l'image de presse. Suite à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, l'opinion publique française était en 2021 divisée entre celles et ceux qui saluaient l'obligation vaccinale et les anti-vax, qui dénonçaient l'advenue d'une dictature sanitaire. Parmi les photographies qui ont défrayé la chronique, il y avait celle-ci, prise lors d'une manifestation contre la politique sanitaire du gouvernement. Lorsque j'ai proposé d'analyser cette image dans le cadre d'un atelier avec 40 étudiants de licence à Paris 8, la présence de l'étoile a fait débat. Les uns l'ont associée à l'étoile de David, utilisée par le régime nazi pour stigmatiser la population juive. D'autres l'ont vue comme un symbole de paix. Pour les uns, l'amalgame perçu avec l'étoile de David reflétait une posture complotiste. Pour d'autres, l'étoile était le symbole d'une révolte juste. Alors, comment s'explique cette divergence interprétative ? Celles et ceux qui ont interprété l'image comme l'expression d'une cause juste ont expliqué cela par leur méfiance générale envers la politique. Une étudiante antillaise a par exemple rappelé le scandale du chlordécone, substance toxique utilisée dans les plantations de bananes en dépit des informations dont disposait le gouvernement français. Certains s'identifiait à la manifestante, une femme du peuple. Plus qu'à l'étoile de David, la couleur fluo du symbole les faisait penser au mouvement social des Gilets jaunes. Inversement, les étudiants qui s'étaient déclarés offusqués par l'amalgame perçu avec la Shoah témoignaient de leur confiance dans la politique scientifique ayant permis de développer le vaccin. Ils étaient par ailleurs très informés sur la persécution des Juifs en Europe, et certains avaient des victimes dans leur cercle proche. Nous avons compris lors de ces échanges que la bascule vers l'une ou l'autre interprétation était certes motivée par un filtre politique, mais aussi par la connaissance ou non de l'histoire de la Shoah. Des primo-arrivants des pays asiatiques et d'Afrique centrale ont pour certains associé l'étoile à un signe de paix, non pas parce qu'ils étaient anti-vax, mais parce que la Shoah ne faisait pas partie des programmes scolaires dans leur pays.
L'exemple illustre le rôle fondamental des savoirs dans la sémiose, mais aussi leur action cristallisante. La référence à la Shoah a agi comme un levier interprétatif puissant et comme un allant de soi, au point d'empêcher certains d'accorder de l'importance à la couleur fluo de l'étoile, qu'il est pourtant plausible d'associer aux gilets jaunes. Ainsi, la sémiotique sociale essaye de relever le défi lancé par Paolo Fabri de sonder sur le terrain la manière dont l'accès aux signes est médié par la présence ou l'absence de savoirs culturels, d'habitudes de pensée et d'allant de soi. Les savoirs culturels désignent dans notre modèle des connaissances établies en référence à des éléments historiques ou médiatiques, la connaissance de l'histoire de la Shoah ou du contexte politique français par exemple. Les habitudes de pensée désignent des ressources interprétatives intériorisées sous le fait d'expériences socialisatrices. Par exemple, l'appartenance à une classe sociale qui favorise l'identification à la manifestante. Alors notre objectif dans les ateliers de co-interprétation est non seulement de produire des connaissances sur la sémiosis sociale, mais aussi d'impulser une réflexivité qui permet à chaque participant de mieux comprendre ce qui construit son filtre interprétatif. Voilà pourquoi la sémiotique sociale est à la fois une démarche de recherche sur la construction du sens et une démarche de formation. Alors nous faisons le choix dans cette présentation de nous concentrer chacune sur un corpus et un terrain. Mais en réalité, nous travaillons souvent à plusieurs sur ces terrains et co-signons beaucoup de nos publications. Et maintenant, je laisse la parole à Nolwenn. Oui, en effet, depuis 2 ans, dans le cadre du projet Interpréter les images chocs en temps de crise sanitaire, et auquel participent donc plusieurs membres de cette table ronde, je mène des ateliers de sémiotique sociale à l'INSPE de Lorraine. Donc c'est là où on forme les enseignants en France. Ce projet vise à développer une méthodologie d'éducation à l'image qui interroge les ressorts de l'interprétation. Il regroupe des chercheurs de disciplines diverses, donc les sciences de l'information et de la communication, esthétique, art, histoire, machine learning, et qui sont ouverts à l'hybridation méthodologique. Et donc nous avons travaillé sur des terrains allant de la maternelle au lycée jusqu'aux travailleurs et éducateurs sociaux. La genèse du projet est liée au constat que l'éducation à l'image en contexte éducatif reste encore souvent centrée sur l'apprentissage d'une grammaire de décodage qui met au premier chef le rôle de l'instance d'énonciation. Alors si ces outils de décryptage aident à affûter le regard, Geneviève Jacquinot évoquait dès 1985 le risque lié à des pratiques qui ne prennent pas en compte les processus complexes d'appropriation des messages. Au nom du bon sens, le pédagogue peut être tenté de s'attribuer le rôle de détenteur de la vérité sur la signification, alors qu'il ne modélise que ses propres représentations, selon Jacques Fontanille. Et donc c'est pourquoi il nous a semblé pertinent de tester, dans le cadre de la formation des enseignants, donc à l'éducation aux médias à l'information, la pratique des ateliers de co-interprétation. À la différence d'un focus group, ces ateliers reposent sur le principe d'un partage de connaissances en amont, par exemple des apports théoriques et méthodologiques en sémiotique. L'un des postulats est aussi que le groupe joue un rôle moteur pour faciliter, par la confrontation des points de vue, la mise en lumière des routines et des automatismes interprétatifs. Il est important aussi de préciser que cette pratique d'auto-questionnement réflexif et collectif face à un objet ne cherche pas à documenter des expériences socialisatrices de manière exhaustive afin de valider, par exemple, des déterminations sociales. Il s'agit plus humblement d'évaluer leur influence possible en contexte de sémiose. Ainsi, sur l'image donnée en exemple de la manifestante portant une étoile jaune, nous avons constaté avec des enseignants lors d'un atelier en Lorraine que certaines de leurs réactions de colère pouvaient s'expliquer par des souvenirs mémoriels sensibles dans une région touchée par des guerres entre la France et l'Allemagne et des histoires familiales marquées par l'immigration et la déportation. D'où des réactions en fait, assez unanimes de ce côté-là. Donc l'enjeu de ces ateliers, faut que je revienne en arrière là en fait. J'ai cliqué trop vite. Ouais, c'est ça. L'enjeu de ces ateliers est de passer d'une entreprise critique centrée sur le dévoilement du sens à une logique d'introspection idéologique centrée sur les filtres de perception mobilisés par le sujet en situation de sémiose. Et donc nous appelons introspection idéologique le processus réflexif qui consiste à remonter dans les parties pris de la pensée pour faire reparaître ce que peuvent avoir de culturel, de social, certaines habitudes de pensée profondément enfouies.
En contexte de formation, cette posture permet de conscientiser la prégnance des allants de soi professionnels liés à une discipline, par exemple, qui influencent les choix d'apprentissage en éducation aux médias et à l'information. Les enseignants doivent en effet exercer dans un cadre où la liberté d'expression est régie par la forme scolaire et le devoir de neutralité. Certains évoquent aussi certaines précautions à prendre face à l'inconnu des réactions de jeunes élèves peu habitués à ce type de discussion. Alors, il y a aussi des enjeux de recherche-action et de recherche-création au cœur de ce projet. Les enseignants qui ont participé aux expérimentations en Lorraine ont été amenés à transposer ensuite, dans leur propre contexte pédagogique, donc de la maternelle jusqu'au lycée, la démarche et donc à la didactiser et à l'aménager en fonction de la diversité des publics. Nous sommes en train de finaliser l'écriture d'un livret à destination donc, des formateurs, des enseignants, qui proposera des scénarios pédagogiques nourris par des retours de terrain. Et certaines propositions sont intéressantes en ce qu'elles dépassent la vision verbocentrée de la sémiotique sociale pour aller vers des approches plus plastiques, plus sensorielles, ainsi que le montreront tout à l'heure Sébastien Appiotti et Virginie Piot. Et enfin, l'inventivité du corps enseignant a aussi trouvé matière à s'exprimer à l'occasion de la conception d'un jeu d'éducation à l'image qui s'appelle Semiocity. Et une équipe de chercheurs en game design et en sciences de l'information et de la communication, dont Lucille Coquelin et Virginie Piot, ont travaillé avec les enseignants, avec nous durant 2 années, pour aboutir à un prototype qui sera commercialisé par les éditions Hachette au printemps 2023. Donc, c'est un grand pas en avant dans l'édition française pour l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, grâce à la pratique du débat interprétatif, appliqué à différentes catégories d'images, donc des photographies d'actualité, des caricatures, des unes de journaux, des peintures, des images extraites de jeux vidéo, de séries, des collégiens, des lycéens sont amenés à mettre des mots sur ce qui est vu, perçu, ressenti, interprété lors de la rencontre avec des images qui sont placées sur un plateau de jeu. Et les premiers tests montrent que le travail qui est proposé, notamment sur les émotions face aux images, revêt des enjeux très particuliers. Voilà, donc une telle démarche instituant les enseignants comme chercheurs sur leurs pratiques et comme concepteurs de leurs outils de travail me paraît être aussi au cœur des fondements de la sémiotique sociale. Je laisse la parole à Virginie Piot. Alors, j'ai pu pour ma part appréhender la sémiotique sociale sous 2 angles complémentaires. En tant qu'étudiante en formation à l'INSPE de Lorraine, où j'ai pu participer au projet Interpréter les images choc en temps de crise sanitaire, porté par Nolwenn, et en tant que professeur d'allemand en initiant à mon tour les adolescents. Les journées de formation sur la sémiotique sociale ont suscité des questionnements et beaucoup de débats parmi notre groupe d'étudiants. Nous avons apprécié la façon dont la méthode nous a réellement impliqués en tant qu'apprenants, mais aussi en tant qu'enseignants et citoyens. Les prolongements didactiques que nous avons été amenés à envisager, que ce soit le jeu Semiocity ou les expérimentations de terrain, ont permis d'aller plus loin, de nous approprier la démarche, nourrie également par l'interdisciplinarité des groupes. En éprouvant cette méthode comme participante, j'ai pu en saisir les enjeux et le potentiel didactique. J'ai décidé d'en faire l'objet de mon mémoire de master et plus récemment de mon travail de doctorat. J'ai choisi d'évoquer aujourd'hui la façon dont j'ai transposé la démarche dans un cadre scolaire et vous parlerai des aménagements imaginés pour des élèves de 4e et de 3e dans un collège classé en éducation prioritaire REP+, à Nancy. En tant qu'enseignante de collège, j'ai pu remarquer que la démarche se positionne différemment des diverses éducations A qui peuvent être proposées, comme la lutte contre la désinformation ou l'utilisation éclairée des réseaux sociaux. Si elle s'inscrit dans la lignée des programmes, elle permet surtout aux élèves d'oser faire preuve de réflexivité à l'intérieur d'un cadre scolaire qui est parfois surplombant, tout en les menant vers une autonomie de la pensée. Ainsi, le professeur n'est plus envisagé comme un expert qui dispense des savoirs par un mode d'accès scolaire aux images, ainsi que l'écrit Bernard d'Arras. Il participe au contraire à l'expérience et adopte le principe de participation observante. Ces confrontations à différents filtres interprétatifs l'amènent à nuancer ses propres positions et son regard. Si le professeur peut être amené à indiquer dans quelle mesure les propos des adolescents agissent en lui, en le faisant réfléchir à la dimension impliquée ou située de son regard, sa prise de parole a surtout une valeur incitative dans le but de mettre l'autre en mouvement. Des aménagements des outils sémiotiques sont donc parfois nécessaires afin que ceux-ci soient bien appréhendés par les élèves. Pour initier la réflexion, j'ai eu à cœur de proposer des activités qui ne se basaient pas uniquement sur la parole, et j'ai tenté de donner une dimension visuelle, spatiale et artistique à la démarche.
J'ai d'abord eu recours à des hashtags regroupés en nuages de mots. Recueillis à partir des fiches écrites individuelles, ceux-ci jouent le rôle de pulsion de mots. J'ai demandé aux élèves quel hashtag ils utiliseraient pour poster l'image étudiée sur les plateformes numériques. Ce nuage reflète la pluralité des hypothèses et permet de faire émerger les émotions contradictoires ressenties chez les participants et donc de confronter les points de vue. Cette activité a eu un rôle important dans l'expérimentation menée. C'est un moment où les adolescents sortent d'une posture autocentrée et prennent conscience que leurs camarades n'ont pas du tout les mêmes représentations qu'eux. Ils ont un aperçu des différentes perceptions, des ébauches de sens en train de se construire, et ces divergences sont éprouvées ultérieurement et plus précisément dans les débats. Loin de la modélisation parfois stéréotypée que l'on peut trouver sur les plateformes, avec les likes ou les emojis, ils visualisent l'étendue des réactions suscitées par un même support. Et cette première confrontation des points de vue participe donc déjà d'une hétérotopie, d'un autre lieu, d'une altérité. On pourrait même parler d'une rencontre de l'ego et de l'alter, comme le souligne Ivana Markova. Le deuxième aménagement est la mise en place d'une activité de déplacement destinée à impliquer physiquement les adolescents et au cours de laquelle ces déplacements deviennent la manifestation des divergences. J'ai interrogé les élèves sur la façon dont ils ont perçu l'image et construit du sens, mais également sur les apports des ateliers de co-interprétation. Pour chacune des questions ou des affirmations, ils se déplacent selon leur degré d'adhésion. Et donc, en prenant position, ils s'engagent intellectuellement et physiquement pour l'une ou l'autre des affirmations. Au terme de cette activité, l'éclatement spatial va venir symboliser la pluralité des interprétations et des opinions, et donc va contribuer à une prise de conscience également de l'altérité. Enfin, je souhaiterais présenter l'atelier graphique mis en place à l'issue des séances. Il s'inspire des ateliers en art plastique proposés par notre collègue Suzanne Muller dans le cadre du projet sur les images chocs, que Sébastien traitera également dans son intervention. Il s'agit de faire traduire plastiquement le processus de sémiotisation des adolescents. Ils sont incités à modifier l'image pour la faire correspondre à leur interprétation. L'activité aide donc à la réflexivité et à la conscientisation des filtres interprétatifs. Nous pouvons prendre par exemple le travail de cet adolescent, favorable à la cause féministe lors des débats. Il a fait le choix de multiplier les manifestantes et donc de leur donner plus de poids. Il fait partie des élèves que j'ai pu rencontrer en entretien et a décrit ainsi sa production. J'ai rajouté justement des bouts de cette image où on voit les féministes et je les ai rajoutés au premier plan, ce qui faisait qu'on dirait vraiment une marée humaine qui encercle les policiers dépassés. Déjà, dans mon esprit, on voit en premier les féministes et le fait de montrer les policiers un peu en détresse, je dirais que mon filtre politique a joué. D'autres évoquent au contraire un filtre social et religieux pour expliquer le mal-être ressenti face à la nudité sur l'image, et ils font donc le choix de recouvrir les manifestantes et donc de recouvrir les aspects transgressifs de la nudité à leurs yeux. Les trois activités proposées permettent donc de sortir d'une dimension textocentrée. Les adolescents accèdent à la pluralité et au filtre interprétatif autrement que par le verbe. S'ils peuvent avoir du mal à verbaliser justement ce qu'ils souhaitent dire, ou parfois préfèrent rester en retrait du groupe, les aménagements présentés les impliquent physiquement et contribuent à la réflexion et à l'introspection. Dans le cadre de mon travail de thèse, je souhaiterais déployer des outils supplémentaires, et notamment le jeu Semiocity présenté par Nolven, et qui va aider à la formulation des émotions en adoptant une posture collaborative. Mon objectif, au-delà de ça, est de sonder la question du genre par le prisme de la sémiotique sociale en France et en Allemagne, à la fois dans un cadre scolaire et non scolaire, afin d'étudier la façon dont va se manifester l'injonction de neutralité qu'évoquait Nolven tout à l'heure, tant chez l'enseignant que chez les élèves. Et je cède donc la parole à Sébastien Appiotti. Merci Virginie. Alors, comme cela a été explicité avant, dans un contexte de profond renouvellement de l'éducation critique à l'image en EMI, nous avons récemment mobilisé avec Suzanne Muller, qui est maîtresse de conférences en arts plastiques et en sciences de l'art au CREM, donc Université de Lorraine, une approche à la croisée des arts visuels et de la sémiotique sociale en envisageant la complémentarité de leurs objets et de leurs méthodes. Nous avons souhaité expérimenter l'interprétation d'images dites chocs au prisme de cette approche hybride que nous proposons, en tout cas provisoirement, de dénommer sémiopoétique sociale. Donc, nous avons expérimenté cette fameuse sémiopoétique sociale dans le cadre du projet collectif Interpréter les images chocs, qu'a évoqué Nolwen tout à l'heure, auprès d'étudiants de l'Institut régional du travail social de Lorraine. Concrètement, nous avons proposé à ces étudiants, ce serait bien de passer aux slides suivantes,
Merci. Une co-analyse et une manipulation plastique d'une image d'un TGV médicalisé. Slide suivante. Merci. Transportant des patients en soins intensifs atteints du Covid-19. L'approche artistique dont il est question s'inspire des programmes scolaires en vigueur de la discipline art plastique. Et ces pratiques plastiques qui ont été mobilisées puis analysées à travers une approche de sémiotique sociale ne sont donc pas à confondre avec une démarche proprement artistique. Ces pratiques sont en effet plutôt à comprendre dans le sens d'une expérience active que nous avons souhaité baser sur le faire comme méthode ou approche sensible, dans notre cas pour aborder autrement des images médiatiques polarisantes. Il s'agit donc d'une approche que l'on peut qualifier de poétique, au sens de Paul Valéry, où le processus prime d'abord sur les résultats obtenus. Les étudiants ayant participé à notre étude ont dû, dans un premier temps, produire librement une transformation de l'image, imprimée en plusieurs exemplaires, couleur ou noir et blanc. Ils ont pu, donc pour cela, s'appuyer sur un panel restreint d'outils et de techniques mis à leur disposition, tels que le découpage, le coloriage, le stabilotage, le masquage ou le camouflage. Dans un second temps, les participants ont été amenés à travers une nouvelle manipulation de l'image, dans un sens littéral et figuré du mot, de l'image, ils ont été amenés à mettre en évidence la signification qu'ils attribuaient à l'image, c'est-à-dire leur interprétation pour laquelle il fallait donc repérer et accentuer les indices visibles et tangibles de l'image, comme l'a montré Virginie. Notre hypothèse de départ était que les ateliers de transformation et de manipulation d'images extraites de leur contexte de diffusion conduiraient les participants à une appropriation plus complète et conscientisée des images. À la lumière de l'expérimentation que nous avons menée avec les étudiants de l'IRTS, nous validons en partie cette hypothèse, et ce pour plusieurs raisons. Alors, la première est que cette association de débats interprétatifs, d'ateliers de création, de temps individuel de rédaction permet, selon nous, d'observer plus finement à la construction du sens en mouvement et de ne pas essentialiser les hypothèses interprétatives au seul texte et débat. Nous avons notamment observé lors de ce terrain une forte inter-iconicité au sein du groupe, combinée à une dynamique d'intertextualité. Alors, dit en français courant, nous avons très concrètement pu observer l'effet des débats co-interprétatifs, comme de la possibilité de circuler librement, possibilité qu'on a donnée aux étudiants, d'aller observer les productions plastiques, et donc influence que nous avons repérée sur les productions finales produites l'après-midi. Alors là, je vous ai mis un exemple, effectivement, de cette intericonicité par le motif flèche qu'on a vu être viral au cours de l'après-midi, effectivement, et qui a conduit également à la reformulation de certaines hypothèses interprétatives. Les ateliers proposés ont par ailleurs permis aux participants d'entrer dans la matérialité de l'image, comme je vous l'ai expliqué, en travaillant plus en profondeur sur sa composition, par le découpage, le collage, mais aussi l'association, la multiplication, l'accentuation ou bien la minoration de certains signes. Ces procédés plastiques permettent non seulement aux participants de mieux conscientiser leur rapport à l'image, mais offrent aussi pour les chercheurs une possibilité de sonder les filtres interprétatifs des enquêtés à partir de leur création plastique. Il existe pourtant, à ce que je viens de dire, certaines limites. D'une part, nous nous sommes rendus compte que la manière dont nous avons conçu le protocole de co-interprétation et de manipulation n'a pas permis de remonter pleinement à ce qui façonne le regard des enquêtés, et donc à une pleine conscientisation des filtres interprétatifs par une majorité de participants, alors même que l'on retrouve dans le même temps, au niveau plastique, des traces d'accentuation ou de déformation de ces mêmes filtres. D'autre part, l'aller-retour entre des phases créatives et interprétatives aurait sans doute nécessité, et c'est important de le préciser, un temps réflexif supplémentaire pour réfléchir davantage avec les participants à ce qui motive socialement et politiquement leur regard. C'est pour cela que nous considérons avec Suzanne Muller cette expérimentation comme un premier jalon possible d'une sémiopoétique sociale qui, à la manière de l'anthropologie visuelle depuis les années 80, considère autrement le rapport aux enquêtés et à leurs interprétations, et notamment par le prisme des méthodes participatives de l'image.
Je cède désormais la parole à Lucille. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, comme pour Sébastien, la sémiotique sociale est l'une des composantes centrales de la démarche que je déploie, à la fois dans la recherche et dans l'enseignement, en particulier autour des ateliers de co-interprétation. Donc, afin de répondre à certains objectifs spécifiques à ma sensibilité scientifique, j'ai souhaité néanmoins m'approprier ces outils et proposer quelques aménagements pour reprendre ce concept proposé par Virginie. Car la méthode de la sémiotique sociale me semble être particulièrement transposable, particulièrement féconde pour identifier l'action non pas seulement des filtres interprétatifs, mais aussi des grammaires de production, comme dirait Élisée Ovallon. En effet, la sémiotique sociale propose des protocoles concrets que j'ai souhaité explorer dans deux directions. D'une part, elle appelle selon moi à l'interdisciplinarité. Elle invite à impulser des outils puisés dans l'économie politique et le design afin de considérer les enjeux de pouvoir institutionnel, contextuels et historiquement déterminés dans nos manières de voir et nos manières de croire. D'autre part, elle invite à rendre au public du pouvoir sur ces manières institutionnelles de voir et de croire. La sémiotique sociale n'a pas seulement pour avantage de montrer comment nous croyons à partir de ce que nous voyons, mais nous invite surtout à interroger comment nous en arrivons à voir d'abord ce en quoi nous croyons. Cette spécificité de la sémiotique sociale me semble être une absolue nécessité dont tous les chercheurs, chercheuses, pédagogues, citoyens, citoyennes devraient pouvoir se saisir sans pour autant être sémioticiens ou sémioticiennes. Pour cela, je tire à partir de la sémiotique sociale un fil que j'ai appelé la sémiotique action. La sémiotique action est une méthode de recherche et d'enseignement qui permet à la fois d'objectiver les grammaires de production, de dialoguer avec d'autres disciplines, d'analyser le processus de sémiose et d'engager les participants, y compris moi-même, dans une démarche réflexive. Depuis plusieurs années, je déploie cette sémiotique action dans le cadre d'expérimentations collectives en contexte universitaire avec des étudiants et étudiantes. J'ai mené ces terrains à Paris 8, à l'UIT de Paris et cette année à Sciences Po Paris. Alors souvent, des membres de notre collectif sont venus sur ces terrains pour co-encadrer des séances, mais je l'ai aussi fait parfois avec des collègues d'autres universités ou d'autres disciplines. Je souhaite en effet explorer la méthode et ouvrir le dialogue avec les chercheurs et chercheuses qui ressentiraient l'envie de se l'approprier, quelle que soit leur spécialité. Alors je me permets tout de même de préciser que pour mes études de cas, je pars essentiellement de productions audiovisuelles sérielles disponibles sur les plateformes numériques comme Netflix ou Instagram. Alors le premier aménagement que j'opère à cette fin est de coupler les ateliers de co-interprétation en cours, où je suis présente, avec des terrains individuels réalisés par les étudiants eux-mêmes sur les enjeux et les contextes de production. L'idée, c'est à la fois d'objectiver les grammaires grâce à des outils d'analyse de discours, tout en amenant les étudiants-chercheurs à conscientiser comment les grammaires de production participent à cadrer leurs filtres. Donc le second aménagement que j'opère est un pas de plus vers l'idée chère à la sémiotique sociale d'instituer les enquêtés en chercheurs. L'une des spécificités de la sémiotique action est que les étudiants-chercheurs réalisent leur propre atelier de co-interprétation avec des volontaires hors du contexte pédagogique. Par exemple, en 2018, 20 étudiants et étudiantes-chercheurs en licence communication à Paris 8 ont réalisé à la fois une analyse des politiques de communication de Netflix à partir des réseaux sociaux numériques de l'entreprise, puis un atelier de co-interprétation avec 2 de leurs proches, durant lequel ils ont regardé un épisode complet de Black Mirror, justement produite par Netflix. Enfin, ils ont rendu un dossier dans lequel les étudiants et étudiantes ont pu identifier l'action de certaines grammaires et filtres dans leur propre regard. Nous avons de cette façon porté à la fois notre attention sur l'économie politique des industries culturelles et créatives et les stratégies de séduction de l'attention qui sont opérées par Netflix, tout en portant une focale particulière aux filtres émotionnels déjà évoqués aujourd'hui, qui me semblent centraux dans le processus interprétatif. Je pense par exemple aux angoisses verbalisées par les enquêtés face au visionnage de Black Mirror, face à ces récits qui sont considérés comme violents. Ces filtres émotionnels, ils agissent dans le processus interprétatif et ils permettent aussi d'opérer une plongée vers ce qui se passe corporellement lors de la sémiotisation. Autre exemple que je souhaite partager afin d'illustrer comment ma démarche de sémiotique action souhaite créer des passerelles, des dialogues, des rencontres avec d'autres disciplines, pas seulement avec l'analyse du discours ou l'économie politique, mais aussi, par exemple, avec les STAPS. Donc cette année, mes étudiants en 2e année à Sciences Po, ils mènent à la fois une analyse d'Instagram pour comprendre comment son design participe à une techno-ritualisation. Donc ce que j'appelle techno-ritualisation, c'est une éditorialisation préférentielle, voire une publicitarisation des images des corps en ligne selon des logiques de séduction de l'attention. Et puis, ils organisent un atelier de co-interprétation avec des athlètes, certains olympiques,
qui publient du contenu sponsorisé sur Instagram. Et cet atelier comprend notamment une navigation dans Instagram avec ces athlètes. Donc cette démarche, elle permet d'engager les participants autour des grammaires de production d'Instagram. C'est une démarche qui m'a été notamment inspirée à la fois par mes échanges avec les collègues de STAPS qui m'ont dit manquer d'outils pour objectiver cette techno-ritualisation des athlètes, mais aussi par ma rencontre avec Adrien Péquignot, puisque nous menons ensemble une sémiotique sociale sur l'interface de Netflix en contexte pédagogique. Et l'idée, c'était d'analyser les modalités attentionnelles du dispositif, tout en plongeant toujours avec les étudiants vers nos filtres interprétatifs. Merci Lucille. Pour ma part, je mobilise la sémiotique sociale pour analyser certains sites internet ou applications pour smartphone dans le cadre plus général d'une méthodologie de recherche en cours d'élaboration que j'ai appelée rétro-ingénierie sociale. Cette méthodologie consiste à analyser collectivement des logiciels en s'appuyant sur les outils de la technosémiotique des écrits d'écran, mais en complétant cette méthode avec d'autres issus de la recherche-création, de la rétro-ingénierie et donc de la sémiotique sociale. Ceci me semble nécessaire aujourd'hui parce que sur un certain nombre de logiciels, nous accédons à des services par un profil. Et c'est justement le profil de l'utilisateur ou de l'utilisatrice qui contribue à déterminer en partie son expérience, précisément parce que c'est le profil qui détermine l'accès aux signes. Les filtres interprétatifs mobilisés dépendent donc aussi en partie du profil par lequel on accède à une plateforme. Ceci est particulièrement visible dans une expérimentation que nous avons menée avec 40 étudiants et étudiantes de licence 2 de l'UFR Culture et Communication de Paris 8 en octobre 2020. Nous avons créé une quarantaine de profils fictifs sur l'application de rencontre Tinder. Nous avons fait varier l'âge, le genre de l'utilisateur pour voir quelle incidence cela aurait sur le prix d'un abonnement à Tinder. Et voici les résultats que nous avons obtenus. Nous avons ainsi pu observer que les prix d'abonnement variaient en fonction de l'âge et du terminal des utilisateurs et utilisatrices, et l'absence de communication de l'entreprise sur les critères expliquant ces variations de prix a de quoi surprendre, la pratique pouvant être considérée comme frauduleuse. La création de profils de fiction peut donc permettre de rendre visibles certains aspects d'une application, comme nous venons de le voir ici pour le prix d'un abonnement sur Tinder. Un projet d'enquête sur et avec les profils de fiction sur les médias sociaux a d'ailleurs été déposé récemment au sein de l'EUR-Artec par notre équipe pour mener d'autres types d'expérimentations. Montaigne disait dans ses essais « Je ne vois le tout de rien ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir intégralement la réalité, mais uniquement en percevoir certains aspects, comme le disait aussi Wittgenstein d'ailleurs. La sémiotique sociale aide justement à saisir les différents aspects d'une application, donc au double sens du terme. Elle le permet en multipliant les regards sur un même objet et elle le facilite dans la mesure où la démarche comporte une dimension introspective. Mettre en pratique la sémiotique sociale pour l'analyse d'applications permet d'élaborer des hypothèses sur les modèles utilisés dans une application. Et c'est ce que nous avons fait l'an dernier pour l'application Tinder avec les étudiants et étudiantes de licence 2 de l'Université Paris 8. Dans un premier temps, chacune a utilisé l'application individuellement, a identifié des éléments de l'interface qui lui semblaient signifiants, et nous nous sommes ensuite questionnés sur les différentes hypothèses interprétatives qui ont émergé au sujet de la modélisation de la rencontre dans Tinder. Avec ce groupe, 20 hypothèses interprétatives différentes ont émergé. Je les ai regroupées en 5 grandes familles qui ont été présentées puis validées par les étudiants et étudiantes. Donc pour un premier groupe qui adhère aux catégorisations comme au choix de conception de l'application Tinder facilite la recherche de partenaires. Elle permet de le faire avec une grande liberté, elle permet de faciliter les rencontres, notamment pour les personnes timides. Un second groupe voit en Tinder un moyen de faire des rencontres peu sérieuses. Alors il y aurait d'un côté les vraies rencontres et de l'autre celles que l'on peut faire sur Tinder. Ceci parce que la recherche de l'amour avec un grand A donc serait quelque chose de trop sérieux pour le confier à cette application. Pour d'autres étudiants ou étudiantes, l'application Tinder a été perçue comme un réseau social du fait de ses fonctionnalités comparables à celles d'autres plateformes et notamment le fait que ce soit le profil de quelqu'un qui détermine son identité. Un quatrième groupe voit en Tinder une normalisation du processus de la rencontre et s'inquiète du risque d'exclusion lorsque l'on sort des normes sociales en vigueur sur l'application. Il y aurait donc des gagnants et des perdants avec les applications de rencontre comme Tinder. Un dernier groupe, et d'assez loin le groupe majoritaire, se montre méfiant vis-à-vis de Tinder parce que son utilisation est perçue comme malsaine, voire dangereuse. Pour ces étudiants et étudiantes, les critères mis en valeur par l'application ne permettent pas de se faire une idée de qui est la personne. La rencontre leur semble alors reposer sur une base fictive.
De plus, les personnes qui fréquentent l'application sont perçues comme des désespérés, c'est une citation, ne pouvant faire de rencontres par d'autres moyens. La pratique de la sémiotique sociale nous a donc permis de nous questionner sur les différentes manières de voir une même application. Et moi, du fait de mes propres filtres interprétatifs, je n'imaginais pas que l'on puisse percevoir ou utiliser Tinder comme un réseau social, par exemple. La sémiotique sociale nous montre aussi que les manières d'utiliser Tinder et d'interpréter la modélisation de la rencontre dans l'application semblent plus variables et plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Celle-ci semble illustrer ce que Yves Jeanneret appelait la polycrésie de l'interface de Tinder, c'est-à-dire que la variabilité des hypothèses interprétatives est peut-être d'autant plus forte que certains éléments de l'application se prêtent à des formes de lecture différentes en fonction des filtres interprétatifs mobilisés dans la lecture. Et je cède la parole à Rislan pour la suite. Pour poursuivre sur la question des plateformes, je sors actuellement d'une grande phase de terrain dans le cadre de ma thèse où je questionnais les processus de sémiose des applications de prière musulmanes. Mon terrain est singulier à plusieurs égards, notamment car il touche au domaine du culte par le choix d'un corpus d'applications mobiles de prière et d'apprentissage religieux destinés aux croyants et croyantes musulmans. Ainsi, 80% de mes enquêtés sont de confession musulmane, les 20% restants englobent 10% d'enquêtés d'autres cultes, comme le christianisme ou le judaïsme, et 10% de personnes non croyantes ou sans religion, incluant donc les personnes athées, agnostiques, etc. La question de la croyance ou non en une entité supérieure de qui dépend notre destinée est une question existentielle qui, à un moment ou à un autre de nos existences, peut être la source de nombreux questionnements. Ainsi, pour plus de 90% de mes enquêtés, la recherche que je mène revêt des aspects beaucoup plus intimes et personnels qu'une enquête classique. Celle-ci touche directement à l'affect, à la fois à des opinions bien tranchées qui reposent sur des savoirs culturels, cultuels et dogmatiques, souvent forgés depuis l'enfance dans le cadre familial, mais aussi dans des écoles de catéchisme, coranique ou de Talmud. Tous ces savoirs sont intériorisés et constituent les savoirs culturels, habitudes de pensée et allant de soi, dont parlait Alexandra en début de table ronde. La seconde spécificité de mon terrain est que, contrairement aux autres membres du collectif, je n'ai pas pu travailler en contexte pédagogique. L'impossibilité pour moi de mener cette recherche en particulier face aux étudiants de l'Université Paris 8 s'explique par la remise en question de ma légitimité en tant que chercheuse, et ce, même si je ne porte pas le voile face à mes étudiants. Je pâtis d'une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, être accusée d'un manque de neutralité, voire de prosélytisme. Selon moi, il y aurait en France comme une impossibilité d'aborder, dans le cadre pédagogique, les filtres interprétatifs liés à la foi. Je n'ai pas le temps d'approfondir ces problématiques ici, mais je compte le faire dans ma thèse. Afin de m'extraire de ces problématiques, j'ai décidé de mener la plus grande partie de mon enquête loin de l'université, ce qui a nécessité, dès le processus de sélection des enquêtés, des phases de recrutement spécifiques. La foi étant une pratique d'ordre privé, il m'était bien difficile de savoir avec qui prendre contact. On pourrait naïvement penser aux signes visibles d'appartenance, comme le voile par exemple, mais couvrir ses cheveux ou certaines autres parties de son corps sont des pratiques que l'on peut retrouver dans d'autres cultes et dans d'autres cultures, sans que cela vienne pour autant affirmer une appartenance à une communauté religieuse. Tout cela rendait finalement ce type de raccourci caduque. Ainsi, j'ai décidé de lancer des appels à participation sur les réseaux sociaux. Via des publications, j'explicitais mon travail de recherche et je finissais par un « si tu réponds à tel et tel critère et que tu souhaites participer à une super recherche pour donner ton avis et découvrir celui des autres, n'hésite pas à me contacter ». Et contre toute attente, j'ai reçu des centaines de messages de personnes souhaitant participer à mon étude. Cet engouement m'a réellement questionnée, car au-delà du fait de me faciliter cette étape de recrutement, celui-ci ne pouvait pas être anodin. Pourquoi autant de personnes voudraient répondre à mes questions? Était-ce mon sujet qui les passionnait tant, ou y avait-il des raisons plus profondes? Alors pour en savoir plus, à chaque fois que quelqu'un prenait contact avec moi et que l'on entamait cette discussion si précieuse où je dois prouver que je ne suis pas journaliste BFM TV, c'était la première question qu'on me posait. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre contact avec moi? Et les réponses étaient unanimes. Voici la réponse type que j'obtenais dans 95% des cas. Pour une fois que ce n'est pas pour une chose négative au sujet de la communauté musulmane, et puis si je peux aider une sœur et faire une bonne action, je le fais avec plaisir. Et puis quand j'ai vu qu'il y aurait d'autres personnes, qu'on pourrait échanger et débattre, j'ai sauté sur l'occasion. Généralement, les débats se passent sans nous, on les regarde à la télé et on les commente juste sur les réseaux sociaux. Ainsi, cet engouement n'était pas injustifié. Au-delà de la bienveillance envers une personne ayant un besoin, cela mettait clairement en lumière un besoin plus profond, celui de vouloir libérer la parole. J'ai même envie de dire ce besoin de reprendre la parole. Suite à ces prises de contact, j'ai organisé, au même titre que mes collègues, des groupes de co-interprétation, durant lesquels nous avons questionné ensemble différentes pages écran d'applications de prière.
Autrement dit, il s'agissait moins de décoder les applications religieuses en tant que sémioticienne experte que de cerner comment les enquêtés percevaient et interprétaient les grammaires de production encodées, de sonder avec elles et eux les systèmes de croyance et d'appartenance qui interviennent dans leurs interprétations. L'objectif étant d'analyser en détail les applications de prière avec les enquêtés et de les mettre en capacité de se situer face à ces applications comme croyants et croyantes critiques. Cet espace de libre-échange a souvent laissé la place à de vifs débats au sujet des médias et de la représentation de l'islam dans ceux-ci. Systématiquement le même point de départ, les applications, et le même point d'arrivée, les médias. Et cela avec plusieurs groupes différents et à des périodes différentes. J'ai ainsi constaté que mon analyse socio-sémiotique des applications religieuses ne pouvait se faire sans étudier de façon plus large les pratiques de l'islam en France, dont l'utilisation des applications n'est finalement qu'une passerelle, voire un point de départ. Et ce qui a émergé de ce terrain m'a poussé à approfondir les premières questions que j'ai pu me poser concernant les continuités et les ruptures entre pratiques religieuses hors ligne et en ligne, et questionner ce qui motive à un moment de leur vie ces croyants et croyantes musulmans et français à s'engager dans une pratique religieuse sur application mobile. Tenter de comprendre comment ces plateformes, au-delà de proposer des horaires de prière, ont permis de faire corps autrement, ont permis d'échanger, de libérer la parole et venaient proposer une solution concrète à une douleur ressentie par le plus grand nombre. Voici rapidement comment j'ai pu m'approprier cette idée de sémiotique sociale et comment j'ai pu l'adapter et la faire évoluer dans mon projet de recherche. Pour conclure, la méthode en sémiotique sociale développée par notre collectif donne une place importante au sujet. S'inspirant de la théorie peirsienne, elle engage les participants dans un cheminement réflexif et une introspection afin de conscientiser comment les filtres interprétatifs, instances de médiation entre l'artefact et le sujet, prédéterminent la production de sens. Mobilisée dans des méthodologies diverses, la démarche se décline ainsi sur différents terrains et différents objets.